Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, le musée d'art et d'histoire Pissarro-Pontoise dévoile les œuvres de Camille Pissarro et des peintres du Salon des Impressionnistes. Au studio MTX, Mathieu Basset et son équipe puisent dans une multitude de matières et d'inspirations pour broder l'espace. Dans sa dernière collection, Miu Miu traduit l'instabilité de notre époque en mélangeant les genres et en brisant les codes. L'artiste joaillière Chloé Valorso convoque dans son atelier le monde animal, végétal et minéral, plongé dans un univers onirique. Et juste avant de découvrir l'univers de Mathieu Basset, directeur artistique du studio MTX, tout de suite notre rubrique Pépites. Bien plus qu'une simple couleur, c'est une teinte unique qui évoque l'élégance et le raffinement de la porcelaine française, le bleu de Sèvres. Il naît à la Manufacture nationale de Sèvres à la fin du XVIIIe siècle. Avec ses nuances profondes et intenses, il devient l'une des signatures de cette institution prestigieuse. Souvent associé à des motifs floraux ou géométriques, le bleu de Sèvres orne des pièces de vaisselle, des vases et des objets décoratifs. Ce bleu se distingue par sa richesse chromatique. Son processus de fabrication est un art en soi. De l'oxyde de cobalt est incorporé dans une émulsion d'émail qui sera appliquée sur la porcelaine. Le fameux bleu est ensuite déposé au pinceau avec une précision méticuleuse en 3 couches successives. Entre chaque application, la pièce est laissée assécher. Un exercice de patience qui donne justement une intensité de couleur inégalée. Un passage au four à grand feu fixe enfin le bleu et assure sa durabilité. Symbole de luxe et de tradition, les collections de la Manufacture nationale de Sèvres sont présentes dans les plus grands musées du monde et sont recherchées par les collectionneurs pour leur beauté intemporelle. La puissance et l'héritage historique de ce bleu continuent de fasciner. Le bleu de Sèvres inspire toujours les créateurs contemporains et devient une véritable muse pour les artistes qui l'intègrent par petites touches dans leurs œuvres, comme un clin d'œil au savoir-faire et au génie créatif français. Suivez les premiers pas des impressionnistes à la fin du XIXe siècle au musée d'art et d'histoire Pissarro-Pontoise. Nous sommes ici au musée d'art et d'histoire Pissarro de la ville de Pontoise, un musée qui a été créé en 1980 pour mettre en valeur l'œuvre et la vie de l'artiste Camille Pissarro sur le territoire qu'il a habité pendant plus de 16 ans, c'est-à-dire la ville de Pontoise. Peintre franco-danois né en 1830, Camille Pissarro est l'un des pionniers de l'impressionnisme. Ce mouvement, né en France, rompt avec les conventions académiques en mettant en avant la lumière, les couleurs vibrantes et les scènes du quotidien. Ici, dans cette maison du XIXe siècle, il est possible de découvrir comment Pissarro, influencé par ses maîtres de l'école de Barbizon comme Camille Corot et Charles-François d'Aubigny, adopte la peinture en plein air pour capturer la nature avec authenticité. Il faut vraiment l'imaginer dans les années 60, disposé sur les berges de la Seine, en train de cadrer et de représenter la scène que nous avons devant nos yeux, de la même manière qu'ici, Corot s'est disposé à côté du tronc d'arbre ou que Daubigny s'est placé à côté du rue pour cadrer et réaliser sa toile en plein air. Comme d'autres artistes de son époque, Pissarro rencontre des difficultés à exposer dans les salons officiels. En 1874, il s'associe à des peintres partageant sa vision pour créer le Salon des Impressionnistes. Ce tournant marque une rupture avec l'académisme et l'amène à faire évoluer sa manière de peindre. Donc on est à un moment où Camille Pissarro arrête en fait de se préoccuper du sujet et du cadrage pour s'arrêter en fait, pour être interpellé, si j'ose dire, par les effets de la lumière sur quelque chose qu'il vient de voir. Il s'arrête, il pose son chevalet et il nous restitue en fait les effets de la lumière tels que lui les perçoit au moment où il pose son chevalet. Par exemple, ici, nous avons une diligence qui est tirée par 3 chevaux. Grâce à ce travail en fait très dynamique de la touche et très visible, il arrive à nous donner l'illusion que la diligence avance vers nous et que la lumière se plaque sur les chevaux qui sont en train de se mouvoir. Alors, de la même manière, vous voyez dans les frondaisons des arbres le vent qui souffle, les branches qui suivent le mouvement des vents, l'exploration des effets de la lumière sur l'ensemble des choses qui sont statiques et en mouvement autour de lui.
Au premier étage, le musée met en lumière les relations que Pissarro a nouées à Pontoise. Des échanges artistiques qui ont profondément marqué son œuvre et influencé d'autres peintres de son cercle. Et dans ce groupe d'artistes, il y en a un qui est absolument particulier, c'est Ludovic Piette. Ils se rencontrent tous les deux à l'Académie du Père Suisse, donc l'académie gratuite de peinture et de dessin à Paris. Et tous les deux vont devenir les meilleurs amis du monde. Cette toile, elle est réalisée en 1877 lorsque Ludovic Piette vient rendre visite à Camille Pissarro. Et elle représente la ville dans son animation. Piette adore les scènes animées. Et puis il y a un petit quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention quand vous viendrez au musée Camille Pissarro. C'est qu'en fait, je pense que Ludovic Piette s'est représenté dans plusieurs toiles. On retrouve sur 4 des toiles du musée un monsieur en complet, veston brun, pantalon gris rayé, chapeau melon à barbe brune, exactement vêtu de la même manière. Et je pense que c'est lui qui s'est disposé dans ces toiles. L'impressionnisme, malgré son impact majeur sur l'histoire de l'art, n'a pas immédiatement apporté la reconnaissance et la stabilité financière à ses artistes. À l'instar de beaucoup de ses contemporains, Pissarro a longtemps vécu dans la précarité avant que son œuvre ne soit reconnue à la fin de sa vie, comme en témoigne son testament. Le sous-signé Camille Pissarro, peintre demeurant alternativement à Paris, place Dauphine et à Éragny, dans l'Oise. Camille Pissarro a produit tout au long de sa carrière un certain nombre d'œuvres qui se sont difficilement vendues jusque dans les années 1890. Donc on découvre la quantité incroyable de dessins, de gouaches, de lithographies, d'eau forte et d'huile sur toile qu'il avait encore en sa possession. Et l'ensemble des documents aussi nous permet de savoir les relations professionnelles qu'il pouvait avoir avec tel notaire, avec tel marchand de couleurs, auprès de tel encadreur qui usait ses cadres. Donc on entre vraiment dans la vie privée de l'artiste et, par le biais de cette succession, dans la vie artistique de l'artiste. Ce musée nous plonge au cœur d'une époque charnière où l'art et la société se réinventent. À travers les œuvres et archives de Pissarro, il nous invite à un voyage dans la fin du XIXe siècle, plus vivant et moderne qu'il n'y paraît. Mode et design allient leurs forces au studio MTX pour donner vie à des lignes et des formes nourrissant les imaginaires. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, vous êtes directeur artistique du studio MTX. MTX est situé au 19M. C'est un lieu qui regroupe tous les métiers d'artisanat d'art de Chanel. MTX s'occupe tout particulièrement de la broderie architecturale. Quelle est exactement la vocation de MTX? C'est un atelier qui est né au sein du brodeur haute couture Montex, qui a vraiment trouvé dans les années 80 sa position en proposant une broderie qui prend du volume, qui prend du relief, qui s'architecture d'une certaine façon. Et en fait, le mouvement a suivi et du vêtement, on est passé à l'espace. Il y a eu cette ambition de venir broder l'espace. Et c'est comme ça qu'est né Studio MTX. Vous étiez tout au départ un étudiant en école de commerce, rien à voir avec le design. Et ensuite, en voyant une brosse à dents de Philippe Starck très très bien designée, on va dire, il y a eu un déclic. Ça s'est passé comment? En fait, ça s'est passé effectivement en 2 temps. Le choc avec la brosse à dents de Philippe Starck, il a eu lieu quand j'avais 17 ans. En sortant du musée d'art moderne de Nice, je passe par la boutique et je vois effectivement cet objet. Et là, il y a vraiment un monde qui apparaît. Je ne pouvais pas imaginer qu'une brosse à dents pouvait être autre chose. Je me dis, OK, en fait, il y a un métier, il y a des gens dont le métier, c'est de dessiner les objets. Mais ça m'a pris du temps pour y aller, en fait, effectivement, parce qu'après ça, j'ai fait une prépa, une école de commerce, un consultant. Mais tout au long de cette période-là, je m'entourais d'objets, je regardais les choses. Et un jour, c'est vraiment devenu trop fort, quoi. J'ai dit, je vais arrêter de faire ce que je fais 12 heures par jour à faire des slides PowerPoint. Je vais devenir designer. Vous avez dû être sacrément fort parce que lors d'un projet d'études, vous étiez repéré par Pascal Mussard, qui travaillait pour la maison Hermès, Petit H. Oui. Et sur un projet d'études, elle a dit je vous intègre à la maison Hermès. Qu'est-ce que vous avez découvert chez eux, par exemple? Qu'est-ce qui vous a marqué chez eux? Alors moi, effectivement, j'étais dans une école, l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle. Donc on était quand même plutôt sur des process, le plastique, le métal, etc. Et là, je découvre ce qu'est un atelier, en fait, et ce qu'est une production en atelier avec les mains. Là, il y a un deuxième monde qui s'est ouvert.
celui de la puissance, du savoir-faire des réalisations manuelles, quoi. Et ça, du coup, ça a fusionné en moi la formation qui était en cours sur des process et la puissance de la création manuelle. Quelques années plus tard, Mathieu Basset rencontre Annie Trussard de l'atelier Montex, qui cherche alors quelqu'un connaissant les savoir-faire artisanaux liés à la mode afin de déployer la broderie dans l'espace. Cet échantillon-là, qui est vraiment l'échantillon qui porte la marque de Montex, c'est-à-dire cette façon de créer de la broderie qui prend du relief. Donc là, on voit qu'il y a des tubes qui surrévèlent des petites languettes, qui créent un effet un peu organique comme ça. Et bien ça, nous, évidemment, on voit que c'est hyper intéressant à cette échelle, et on se demande si on le déploie à une autre échelle, celle qui est la nôtre, l'architecture, qu'est-ce que ça peut devenir en fait? Quelle forme ça peut prendre? Pour réaliser ces créations, Mathieu conserve les techniques traditionnelles de la broderie, tout en découvrant d'autres pour les déployer à l'échelle de l'architecture, avec l'idée de faire à la matière quelque chose de nouveau, d'inattendu. Souvent, il y a du métal qui nous apporte à la fois une compétence structurelle et en même temps ces éclats, quoi. Ça prend la lumière. À l'endroit où on a besoin d'animer la matière, le métal permet de faire ça, dans des finitions qui sont... Alors là, c'est un 100% métal, cette grille-là. Mais on peut aussi l'utiliser juste pour venir créer des accents, en fait. Des accents comme ça, à l'intérieur d'un rythme. Et puis, il y a une autre matière qui est un héritage de la mode, qui est le ruban. On utilise beaucoup de ruban. On lui fait faire plein de choses. On le tisse, on le contraint, on lui fait encapsuler des matières métalliques, par exemple celle-ci. Donc là, on voit qu'on a des cylindres de métal qui sont encapsulés entre deux rubans en gros grains et qui permettent de faire des sortes de grands rideaux de séparation. Les créations finales du studio MTX diffèrent en fonction des espaces. Il peut s'agir de cloisons décoratives, de luminaires, de miroirs, de rideaux pour filtrer la lumière ou de séparateurs d'espace, comme cette création signature du studio appelée les Leaves. Quand on a sorti ça, on a proposé différents modèles. Il y a Octave qui est ici, il y a ce modèle-ci qui s'appelle Sunset. Et on a des tubes qui sont cousus de façon progressive sur l'ensemble du panneau pour créer ce rythme. On est recto verso, on vient de la mode, donc on travaille le revers, enfin l'envers et l'endroit de la même façon, avec le même soin, de façon à ce qu'on puisse tourner autour sans jamais prendre à défaut la proposition. Alors quand on voit que ce soit les échantillons, les panneaux, on pense au mot rythme. Quel signifie le rythme pour vous? C'est fondamental. Il y a deux choses qui n'ont rien à voir avec la broderie, mais qui sont là en fait. Moi, je suis obsédé par les grilles. Je suis obsédé par les constructions répétitives, qui en fait ne sont pas du tout des schémas de contraintes, mais au contraire des schémas d'expression. Et donc ça, c'est le premier. Et le second, c'est la musique. En fait, tout est une question de rythme. En fait, la création, c'est de la mélodie et des refrains. Les métiers d'art, comme notamment le vôtre, connaissent un regain auprès de la jeune génération. Comment vous traduisez ça ici? Alors nous, on a effectivement une équipe qui, en moyenne d'âge, est assez jeune. Et je m'en réjouis, parce que moi, je trouve que c'est vraiment super que les jeunes générations redécouvrent et de l'appétit pour ces métiers-là. Et à la fin de la journée, les gens qui travaillent avec nous ont produit quelque chose, quoi. Et ça, je pense aussi, c'est très satisfaisant. Dans l'atelier, Mathieu travaille avec une dizaine de personnes dont les profils varient. Designers industriels, artisans venant de la tapisserie d'ameublement, de la mécanique ou de la création textile, ce sont autant de connaissances nécessaires pour innover dans le monde de la broderie architecturale. Moi, mon rôle, c'est vraiment de partir des dessins de Mathieu et en fait de les convertir en formes géométriques qui fonctionnent dans l'espace. Et donc pour ça, je vais réfléchir un peu au plus petit motif qui correspond à son dessin. Et ensuite, ce motif-là, on va pouvoir le décliner en différentes tailles, différentes échelles, différentes proportions. Et on va pouvoir aussi le répéter pour venir couvrir l'espace. Qu'est-ce que tu en penses de ce motif? Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Au niveau de la taille, on est pas mal. Au niveau des proportions, faudrait qu'on l'affine un peu en fait. Elle est un peu large par rapport à la hauteur. Une fois le travail de modélisation 3D terminé, c'est le moment de passer au réel avec du fil et une aiguille. J'ai essayé de commencer à faire la base en fait, de la grille en fait, en venant faire un tissage plutôt rectangulaire. Donc en fait j'ajoute des tubes petit à petit dans ce que j'ai déjà créé et en fait ça va permettre de venir structurer et créer un socle pour intégrer les tubes en vertical. Là on est dans une logique qui est linéaire par rapport à la haute couture. C'est-à-dire qu'on a un fil, une aiguille et geste après geste, la création apparaît étape par étape. La seule différence c'est que nous on l'utilise pour faire des cloisons, quoi, pour monter des murs et pas pour habiller des robes.
Et donc c'est là qu'il y a tout le génie de la broderie qui arrive, c'est comment est-ce que juste avec un fil, je vais arriver à monter une structure aussi complexe que celle qu'on a modélisée en 3D, et que ce soit possible, réalisable, solide, réparable, puisqu'on installe des choses qui vivent plusieurs années et qui peuvent avoir des accros. Ça, ce sont des compétences qui sont ni du côté du designer, ni du côté du modeleur 3D, mais bien du côté des brodeurs. C'est en répétant plusieurs fois le même geste et avec un sens du détail affûté que la magie du studio MTX opère, tout en renouvelant en permanence les projets en fonction des demandes des architectes d'intérieur. Là, nos nouvelles ambitions, enfin plutôt les nouvelles sollicitations qu'on a, elles sont du côté de l'extérieur en fait. On nous demande de réfléchir à des façades. Alors évidemment pas avec du ruban et de la corde, quoique, plutôt avec des parties métalliques, mais retrouver sur une façade d'immeuble une peau qui aurait la délicatesse d'une robe haute couture. Quel est votre plus grand challenge? C'est quand on voit la foule d'échantillons qu'il y a, c'est peut-être de ne jamais se répéter, de ne jamais faire 2 fois la même chose? Oui, on essaie de toujours proposer une forme de nouveauté qui parfois ne tient pas à grand-chose. Hein. Vous prenez les mêmes matières, le même dessin, la même géométrie, et vous changez les matières et en fait vous avez un effet qui est absolument différent. Et c'est ce que nous demandent les gens avec qui on travaille, parce que les architectes avec qui on travaille sont toujours sur des projets qui sont très singuliers et ils ont besoin de défendre cette originalité et on les accompagne du mieux qu'on peut, justement proposer des choses qu'on n'a jamais, voire très, très peu vues avant. Ouais. Mathieu, pour terminer, si vous étiez 1 heure dans la journée, ça serait laquelle? Alors je serais probablement 1 heure de fin de journée, 1 heure de coucher de soleil, là où justement la lumière est si particulière. Merci beaucoup. Avec plaisir. Survêtements, broderie ou imprimés 70s, Miuccia Prada pioche dans les références passées pour deviner la mode de demain. Comment s'habiller pour la fin d'une ère? Réponse avec Miu Miu, dans une collection qui envoie valser toutes nos certitudes. Dans la mode comme dans le monde, un vent de changement souffle, une époque s'achève et une nouvelle s'amorce. Dans ce climat instable où nos repères vacillent, Miuccia Prada compose une silhouette qui rebat toutes les cartes. Elle est l'une des créatrices les plus influentes au monde depuis les années 80 et la création de Prada, monument de la mode avant-gardiste qui mêle allure et technicité avec une exigence virtuose. En 1993, elle lance Miu Miu, son pendant plus jeune et plus ludique, mais tout aussi expérimental. Sa collection Miu Miu Printemps-été 2025 se présente comme un grand terrain de jeu. Radicalement hybride, elle pioche dans des références familières pour mieux les transformer. Le vêtement de sport croise l'habit formel. L'allure est moderne mais les détails vintage. La lingerie se porte comme un vêtement d'extérieur. Nos repères s'envolent dans un défilé aux airs de best-of qui fait ses adieux à des temps révolus. Un vestiaire d'apocalypse mode, composé dans l'urgence en piochant au hasard dans des souvenirs vestimentaires qui éveillent l'émotion. Survêtements techniques, broderie de fleurs et jupons ou imprimé design aux accents 70s, chacun évoque à sa manière une forme de nostalgie pour ce qui a été. Loin de s'enfermer dans le passé, ils sont décortiqués, retravaillés, amenés vers des horizons jamais tout à fait définis, mais résolument nouveaux. La traduction on ne peut plus juste d'une période d'instabilité économique et créative, où les designers passent d'une maison à l'autre avec une rapidité étourdissante et où les tendances s'essoufflent pour laisser place à une page blanche avant la prochaine grande révolution de style. Fini le tout streetwear, le tout sexy ou le tout confortable, la silhouette s'épluche couche par couche pour révéler les nouvelles subtilités de nos désirs. Des pièces réconfortantes, des touches de couleur, une liberté totale dans des associations a priori contraires qui interpellent d'une façon nouvelle. En guise de décor, des coupures de journaux défilent, remplies de QR codes, de textes indéchiffrables et d'illustrations abstraites. Les nouvelles sont troubles, mais Miuccia Prada tient son rôle d'oracle et ouvre la voie au milieu du chaos.
Personne ne sait aussi bien qu'elle disséquer l'époque au scalpel, en isoler la substance et proposer une silhouette qui traduit le présent tout en anticipant le futur. Et peu importe si ses contours ne sont pas tout à fait nets, la créatrice sait que c'est dans le flou que tout se joue. Alors, plutôt que de subir l'incertitude, elle en fait un cheval de bataille et la plus inspirante des lignes créatives pour mieux appréhender l'avenir. Entre les doigts de Chloé Valorso, les figures animales prennent du relief et s'habillent de métal et de pierres précieuses. Le geste de l'artiste, le geste de l'artisan, c'est ma manière de faire sens du monde autour de moi, pour comprendre en fait ce qui m'entoure, pour dialoguer, pour communiquer. Je passe par le savoir-faire. Artiste artisane, sculptrice et joaillière, Chloé Valorso puise son inspiration dans le monde animal, végétal et minéral pour façonner des bijoux et objets d'intérieur. Dans son atelier, véritable cabinet de curiosité, elle revisite des savoir-faire ancestraux avec une attention toute particulière pour une étape minutieuse. Là, je suis en train de sculpter la cire sur ma bague loup. Donc chaque bague en fait est sculptée à la main par mes petites mains là, à l'établi. Et elles sont toutes retravaillées pour que ça soit vraiment des pièces uniques. C'est vraiment l'étape primordiale et préférée. Parce que c'est l'étape de sculpture, c'est là où mes idées deviennent réalité. Et en fait, je ne dessine pas beaucoup, je travaille vraiment directement dans la matière. Et c'est comme si la forme, en fait, l'animal m'attend du bloc de cire. Donc c'est comme une démarche d'archéologue presque, où l'animal ressort au fur et à mesure. Chaque petite trace d'outil, l'animal prend vie. Étudiant puis professeur à Central St Martins et au College of Art en Angleterre, Chloé maîtrise chaque étape de son processus de création. Ses œuvres prennent notamment forme lors de l'étape de la cire perdue, réalisée hors de son atelier dans une fonderie, où ses sculptures sur cire sont fondues par le métal en fusion pour donner vie à la pièce. Donc là, par exemple, c'est 3 étapes pour une pièce sur mesure. L'étape en cire, sculpture sur cire. Là, c'est en argent, donc brut de fonte avec le jet de fonte qu'on voit. Et enfin, là, quand la bague est polie, sertie, dorée. Donc là, j'utilise une scie de joaillier, donc toute petite scie. Et ce qui est important, c'est de garder l'angle, d'y aller plutôt doucement, mais de manière régulière. Les pratiques de joaillerie sont souvent des pratiques assez méditatives, où il faut vraiment en fait connecter son esprit à son geste et à son corps. Et ensuite, on viendra avec des outils plus précis pour retrouver la texture. Telle une exploratrice, Chloé collectionne des pierres précieuses et semi-précieuses dénichées lors de ses voyages. Une source d'inspiration qui nourrit sans cesse son travail plastique. Alors, toutes les pierres qui sont sur mon bureau sont des pierres que j'ai récupérées dans une rivière en Allemagne. Donc, c'est aussi bien des agates que œil du tigre, améthyste. Donc, par exemple, ici, ce sont des tourmalines et toutes les nuances de rose et aussi les différences en fait, de forme suivant les facettes. Et j'adore travailler sur la partie, en fait, le placement, les combinaisons de couleurs et de matières. Et ensuite, la technique plutôt sertissage. Là, on passe dans un aspect plus technique de la joaillerie que je réalise ou moi-même ou avec un sertisseur. C'est toute la beauté, en fait, de pouvoir faire une pièce sur mesure. Pour approfondir sa connexion à la matière, l'artiste sculpte elle-même la pierre à l'aide de sa machine lapidaire, révélant chaque détail avec finesse. Ici, tous les outils qui sont en fait recouverts de poudre de diamant, comme le diamant est la pierre la plus dure, on utilise cette pierre-là pour sculpter d'autres pierres. Ici, c'est un jaspe rouge pour faire 2 pendentifs pattes de lion, donc vraiment en partant de la pierre brute et en rajoutant tous les détails au fur et à mesure. Ce processus, c'est un dialogue avec la matière.
Le monde de la pierre est infini et je crois en leur pouvoir. Telle une alchimiste, Chloé Valorceau nous entraîne dans un univers onirique peuplé de chimères et de symboles où la rigueur des techniques traditionnelles se mêle à l'imaginaire et à l'intuition. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!